Merci. Donc après ces regards du droit et de la sociologie sur la dette, on va maintenant en arriver à des expériences concrètes pour essayer de sortir de cette situation. Et on va démarrer avec Carlos Sanchez, qui est conseiller municipal à Madrid et qui donc porte le projet d'audit citoyen de la dette madrilène. Merci. Je vais parler en espagnol, si n'est pas de problème. Mon français, c'est très mauvais. Bueno, yo os quiero contar. Eh bien, j'aimerais vous raconter une expérience qui est assez novatrice. C'est l'expérience que la mairie de Madrid est en train de mettre en application depuis déjà 7 mois, depuis que... En effet, il y avait des forces qui demandaient les changements. C'est une force qui s'appelle Ahora Madrid, ce qui veut dire maintenant. C'est maintenant Madrid. Et donc, on a réussi à avoir la municipalité la plus importante de tout le pays, c'est Madrid. Et ceci grâce à toute une série des mouvements sociaux et des forces politiques. En effet, tout au long des années précédentes, on livrait des batailles contre la dette en tant qu'outil de domination de peuple. On parle des gens qui ont travaillé autour de la mobilisation contre la dette depuis déjà un certain temps, depuis déjà les années 80, lorsque les pays latino-américains ont subi ces jougs et les conséquences d'ajustements structurels où des militants déjà vétérans comme Eric ont rencontré d'autres personnes. Et moi aussi, j'ai travaillé à l'époque lors du 50e anniversaire de la création du Fonds monétaire international. Et donc, toutes ces mobilisations ont donné lieu à non seulement un développement des littératures, c'est-à-dire publications, des livres, mais également de toute une élaboration d'outils pour combattre ces jougs qui est la dette. Et concrètement, en Espagne, on a eu un effet qui est très semblable à d'autres pays de la périphérie européenne. Eh bien, la dette a explosé depuis les années 2000, entre 2000 et 2007, justement. Lorsqu'on a vu la dernière phase de la crise du capitalisme, on a vu la multiplication de la dette. Mais l'origine de la crise, dans le cas de l'État espagnol, on peut dire qu'il y a une spécificité, même si on le voit par ailleurs, mais tout particulièrement au sein de l'État espagnol. Entre 2000 et 2007, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une explosion impressionnante. La dette privée, justement, cette dette privée a été multipliée par 3 entre 2000 et 2007. Dans la même période, la dette publique, et en incluant la dette des municipalités ou des collectivités territoriales, n'a pas été vraiment augmentée en termes absolus. Mais lorsqu'il y a eu la crise, la responsabilité, comme vous le savez bien, est tombée sur les administrations publiques. Eh bien, c'était les dépenses publiques. Voilà ce qu'on nous disait à l'époque. Les gouvernements successifs espagnols nous disaient, et les médias aussi, en fait, ce sont les dépenses publiques qui n'ont pas été bien gérées. Bien sûr, c'était faux. À l'époque, la dette qui avait triplé était la dette privée. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu une autre phase, une phase que tout le monde connaît maintenant. C'était comment transformer la dette privée vers les domaines publics et faire un plan de sauvetage par le biais d'un processus également des crises, parce qu'on n'a pas eu assez d'impôts récoltés, car les gouvernements, en appliquant les politiques soi-disant socialistes ou de gauche, ainsi que le Parti populaire, les deux, la gauche et la droite à l'époque, ce qu'ils ont fait, c'est diminuer la capacité de la collecte des impôts de l'État. Donc ceci, plus les sauvetages bancaires d'une dette qui était d'origine privée devenue publique, à partir de l'année 2007, voilà ce qu'on a vu. On a vu donc le triplement de la dette et donc la dette publique.
Et dans le cadre de ce processus, il faut souligner en particulier ce qu'il est advenu dans certaines municipalités, parce qu'il est vrai que les dettes publiques n'avaient pas augmenté de la même manière partout. Madrid, capitale de l'État, avait cumulé par exemple une dette bien supérieure à celle que supposerait sa population. La dette de la mairie de Madrid a atteint 8 milliards d'euros à un moment donné. Et comparé à l'ensemble des entités locales, ça suppose le doublement du poids qu'avaient les Madrilènes par rapport à des citoyens d'autres municipalités de l'État espagnol. Je veux dire par là que les grandes municipalités, Madrid en particulier, se sont endettées de manière incroyable et inconsidérée. Et ceci est dû à quoi? Eh bien, fondamentalement, à des éléments clairement détestables pour beaucoup, comme par exemple la construction de grandes infrastructures qui ne répondaient pas à l'intérêt général, mais qui répondaient de manière bien plus évidente aux intérêts des grands patrimoines et des grandes entreprises qui exécutaient ces grands travaux et qui donc, logiquement, obtenaient de grands rendements tout en mettant en évidence leur position dominante dans le système économique général. Ce qui s'est passé à cette période, c'est que ces grandes infrastructures, au départ, ont provoqué l'accroissement de la dette et ont eu un effet parfaitement similaire ou apparenté à celui d'une drogue. Ces entreprises ont retardé les effets ou l'apparition d'une crise qui était en fait antérieure. S'il n'y avait pas eu ces déviations de fonds massifs vers les grandes entreprises, la crise économique de Madrid et de l'ensemble de l'État espagnol serait sans aucun doute intervenue avant. Mais enfin, ça explose et à ce moment-là, on se retrouve dans la même situation qu'on a vu ailleurs. Au niveau local, l'État espagnol, il n'y a pas de memorandum of understanding comme en Grèce ou d'autres pays, mais il y a des applications ou des éléments qui ressemblent à cela. Et le président du gouvernement en fonction actuelle, que j'espère cessera de l'être bientôt, M. Rajoy, dit qu'il n'y a pas eu de plan de sauvetage de l'Espagne, certes, mais il y a eu une modification de la Constitution en Espagne. Dans l'article 135, concrètement, où il est dit désormais que le paiement de tout type de coûts, en particulier les coûts sociaux, étaient subordonnés au paiement des intérêts et à l'amortissement de la dette. C'est-à-dire que des droits étaient subordonnés à certains autres droits. Les droits des gens, des classes populaires, droit, par exemple, à une éducation ou à un système de santé digne, eh bien, était subordonné au paiement et à l'amortissement de la dette. L'article 135, donc cette modification constitutionnelle, est l'élément le plus visible, le plus connu. Mais à partir de là, d'autres lois, d'autres normes sont développées et elles obligent, par exemple, les gouvernements locaux à agir d'une certaine manière. Des lois du type de celle de la loi de la stabilité financière. C'est un euphémisme. Et il s'agit simplement de dire qu'il faut mettre en avant les intérêts de certains, avant en tout cas les intérêts d'autres. Donc, et à Madrid, il y a un exemple très concret, très intéressant. C'est-à-dire que Madrid, la communauté de Madrid a désormais un excédent. Et pas un petit excédent, hein, j'entends. Un énorme excédent de petites dépenses et d'énormes revenus. Pourquoi? Bien parce qu'il y a eu des politiques agressives d'augmentation des impôts locaux à Madrid. Mais ça n'a pas avancé ou ça n'a pas supposé une augmentation des dépenses que l'on pourrait espérer pour une ville comme Madrid. C'est une ville extrêmement riche d'un côté, mais aussi extrêmement pauvre d'un autre. Il y a des disparités sociales incroyables dans la ville. Et les dépenses ne sont pas augmentées. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des dispositions légales qui empêchent d'accroître les dépenses, indépendamment de l'augmentation des revenus ou pas.
indépendamment d'un excédent très élevé, comme c'est le cas actuellement. Alors que faire? Lorsque Ahora Madrid gagne les élections, elle se trouve face à deux alternatives très simples à résumer. Soit respecter la loi, soit ne pas la respecter. Nous avons décidé, en l'occurrence, de ne pas respecter la loi. Et moi, je suis en charge de l'économie et des revenus fiscaux de la mairie de Madrid. Et dans les budgets que nous venons d'approuver, il y a un mois à peine, nous avons décidé que la dépense sociale allait augmenter en 2016 de 26%. Avant, on avait le droit d'augmenter les dépenses sociales de 1,8%. Maintenant, on augmente, nous, de 26%. En 2015, 1 euro de dépenses sur 3 était voué au remboursement de la dette. 1 sur 3, 34% pratiquement. Eh bien, dans le budget 2016, nous avons défini que seul le remboursement de la dette ne représentera que 15%. C'est-à-dire qu'on a réduit de plus de 18% l'effort pour amortir la dette et payer les intérêts. Tout ceci a pu se faire sans besoin de restructurer la dette, parce que l'effort de remboursement de la dette était volontaire. Bon, il était obligé d'un point de vue légal par la loi, mais volontaire en ce sens que les délais bancaires ne nous obligeaient pas à anticiper le paiement de la dette. Mais la loi, oui, le prévoyait. C'est quelque chose de complètement aberrant, complètement illogique. Un truc de fou, si vous me permettez. On avait des délais définis pour amortir la dette, mais la loi nous obligeait à anticiper ces paiements. Et ce, dans une situation d'urgence sociale, dans une situation où ce que peut demander, exiger même la société, c'était davantage d'aide. Les taux de chômage, vous le savez, étaient extrêmement élevés. Il y avait par exemple des problèmes de logement, des problèmes de gens qui étaient expulsés de chez eux, avec l'angoisse que l'on imagine et que cela peut supposer. Dans cette situation, la loi obligé de limiter les dépenses et obligé également à amortir la dette au-delà de ce qui a été pacté avec les créanciers. Et à la Madrid, en tant que gouvernement local, ce qu'on a décidé, c'est qu'on n'allait pas faire ça. On ne va pas faire ça. Alors, ça suppose un risque, certes, mais c'est un risque que l'on assume complètement. C'est même un risque juridique, hein. En l'occurrence, celui qui signe les budgets, in fine, c'est moi. Et bon, je cours le risque que je sois inhabilité. C'est-à-dire que dans un an, lorsque le budget sera fini, eh bien, qu'on m'ôte mon mandat et qu'on m'envoie voyager dans le monde entier. Bon, ça m'inquiète pas beaucoup. Ça m'inquiète pas du tout, parce que ce qui devait m'inquiéter, ce qui m'inquiète de fait, c'est qu'il y ait de l'argent public pour faire face à l'urgence sociale. Et il s'agit également de lancer un message. Le chemin à suivre n'est pas unique. Il y a deux options, se soumettre ou ne pas se soumettre. On a décidé, nous, de ne pas se soumettre. Ne pas nous soumettre et en plus de suivre une voie, et c'est à cela que j'ai dédié la dernière partie de mon intervention, à une voie qui est un chemin politique visant à voir ce qui s'est passé. Comment en sommes-nous arrivés à 8 milliards de dettes et aujourd'hui à un chiffre bien moindre? Bien moindre. Comme je le disais, au cours des dernières années, la dette a été amortie dans des proportions incroyables. Donc la dette de la municipalité de Madrid est aujourd'hui soutenable économiquement, ce qui n'est pas le cas de bien d'autres dettes. Aujourd'hui, la nôtre est soutenable économiquement, mais insoutenable d'un point de vue social. D'un point de vue des droits de l'homme, elle est insoutenable, cette dette. Donc nous ne pouvons pas nous contenter de l'amortir, cette dette, sans essayer d'analyser ce qui s'est passé, sans essayer de voir où se trouve l'origine de ce qui s'est passé pour définir des responsabilités politiques des gouvernements qui ont contribué à la création de cet immense volume de dettes, et puis des responsabilités judiciaires, des responsabilités pénales. Parce qu'il n'y a pas simplement eu des processus légaux dans la création de cette dette. Il y a également beaucoup d'agissements clairement illégaux qui ont entraîné cette dette, qui ont violé les législations en vigueur, même lorsque cette législation
est quand même facile à contourner pour ceux qui ont formé les gouvernements précédents. Je ne prendrai que quelques exemples, si vous me le permettez. Il y a des éléments légaux, même si légitimes, qui sont liés au contrat de prêt. D'accord ? La dette immense contractée par la mairie de Madrid a des clauses swaps, comme on les appelle, c'est-à-dire des protections des taux d'intérêt, des clauses planchers. Et le taux de l'Euribor est à 0,05%. La mairie de Madrid a signé des taux minimums à 5,5% payables jusqu'à 2030. On parle ici d'un taux 100 fois supérieur. C'est incroyable, quand même. Incroyable. C'est même une folie. Bon. C'est quelque chose, en tout cas, de totalement illogique. Et certains pensent que ça pourrait être légal. Alors oui, bon, ce que nous considérons, nous, et beaucoup comme moi, c'est que même si c'est légal, c'est complètement illégitime. Comme une situation telle que l'on a eu à Madrid, qu'une partie du budget assez conséquente soit vouée au remboursement de cette dette, alors qu'on est dans une situation sociale délicate. C'est incompréhensible et complètement illégitime. Alors, la mairie de Madrid est le principal propriétaire de biens immobiliers dans la ville, et ce que a fait la mairie, c'est vendre les bâtiments et les louer ensuite, c'est-à-dire rester sur place, mais en les louant à des loyers extrêmement élevés. Alors évidemment, les fonctionnaires nous diront que c'est tout à fait légal. Certes, ça l'est, mais ces surcoûts vont à l'encontre des budgets municipaux. Et aujourd'hui encore, 30 millions d'euros du budget municipal sont dédiés à des loyers que l'on pourrait éviter. Et le pire de tout, c'est que c'est légal. Alors maintenant, comme je disais dans les taux planchers, nous ne considérons pas non plus que ce soit légitime, n'est-ce pas? Voilà deux exemples, parmi tant d'autres, qui expliquent cette dette madrilène. Ce que nous comprenons que nous devons faire, c'est entamer un processus d'audit qui aille au-delà d'un audit financier. Il ne s'agit pas simplement de faire appel à Deloitte ou KPMG, un grand auditeur comme ça, pour qu'il fasse une analyse profonde de ce qui s'est passé. Parce que ce type d'audit, ou en tout cas d'auditeurs, sont les mêmes qui n'ont pas été en mesure de voir l'effondrement des grandes entités bancaires d'Europe occidentale ou des États-Unis. Évidemment, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, en tout premier lieu, c'est d'arriver à faire une analyse qui aille bien au-delà de la question financière. Évidemment, incluant la question juridique, mais aussi des facteurs comme l'impact de la dette sur les droits sociaux ou l'impact de la dette sur des agissements d'urbanisme ou environnementaux, ou l'impact sur les questions de genre. Bon, bref, il va aller beaucoup plus loin dans l'audit, et il faut intégrer également la participation citoyenne. Ça ne sert à rien, ça ne servirait à rien de procéder à un audit dans un petit cercle fermé qui ne soit pas en mesure d'avoir des incidences pour la société et donc de respecter les objectifs profonds, c'est-à-dire que ça n'arrive jamais plus. C'est-à-dire qu'on puisse légiférer depuis la mairie de Madrid pour dire voilà, il y a des choses légales qui ont permis cet endettement, eh bien, essayer d'éviter qu'elles ne se reproduisent. C'est quelque chose d'essentiel. Et ça suppose également des mesures politiques que nous avons d'ores et déjà prises. La mairie de Madrid a décrété, et c'est personnellement un des documents que j'ai eu le plus de plaisir à signer, nous avons décrété que nous n'allions signer aucun prêt. Aucun. Les politiques du gouvernement de Madrid n'allaient pas être financées par la dette, mais par l'impôt et par des ressources qui sont générées par la municipalité elle-même. Alors, ça peut paraître tout à fait logique, mais à l'heure actuelle, c'est parfaitement révolutionnaire. Nous n'allons pas demander de prêt, nous allons financer nos politiques par l'impôt. Alors, ce postulat a
suscité une grande nervosité de la part des entités bancaires et même des partis de droite, même certains partis de gauche à l'Assemblée de Madrid. On a même dit que celui qui vous parle à l'heure actuelle serait un peu fou. Alors peut-être, c'est vrai, peut-être que je suis un peu fou parfois, ou j'ai pu l'être. Mais enfin, il y a une logique ici. La dette est devenue un instrument qui produit d'immenses dégâts, et pas simplement à Madrid, mais dans l'ensemble de l'Europe, et du monde entier même. Et je crois que proposer des politiques fiscales qui permettent de manière très claire d'entreprendre des dépenses sans dépendre de nos créanciers, eh bien je crois que c'est davantage une assurance vie qu'une folie. Et en suivant sur la même ligne, on a fait autre chose qui n'a pas du tout plu aux créanciers internationaux en général, même ceux à qui nous ne devons pas d'argent. Nous avons annulé les contrats avec les agences de qualification. La mairie de Madrid, comme elle avait émis de la dette par le passé, il y avait deux entités, Standard & Poor's et Fitch Rating, qui qualifiaient la dette madrilène. Mais puisque Madrid ne va plus s'endetter, en tout cas aussi longtemps que nous occuperons, nous aurons les rênes de la ville, nous considérons que nous n'avons pas besoin que des entités nous qualifient, encore moins des entités qui ont participé et contribué en grande mesure à l'attaque contre les politiques sociales sur l'ensemble de l'Union européenne. Elles ont attaqué le gouvernement grec, elles ont attaqué le gouvernement espagnol lorsqu'il a voulu prendre des mesures différentes. Et nous ne voulons pas être des coopérateurs nécessaires en payant de l'argent à ces agences-là de qualification. Nous avons donc annulé les contrats et nous ne travaillerons plus avec ces agences. L'audit en est à son début, parce que cela a supposé un travail assez conséquent pour arriver à trouver des fonctionnaires pour composer le département d'audit. L'idée, c'est qu'avec cette équipe de fonctionnaires, avec la participation d'experts internationaux également, parmi lesquels, j'espère, les plus reconnus d'Europe, qui pourront nous aider dans ce processus, eh bien, nous espérons pouvoir obtenir dans les prochaines années un véritable audit avec une participation citoyenne et avec la plus haute rigueur scientifique possible. Dernier élément que je souhaitais relever, c'est que le gouvernement municipal s'est engagé à ce que la participation citoyenne soit obligatoire, c'est-à-dire que, contraignante plutôt, c'est-à-dire que l'analyse des gens populaires avec l'analyse des scientifiques qui participeront au truc soit contraignant. Voilà, merci beaucoup. Merci.